bonjour à tous. On a des personnes qui continuent à arriver, mais comme il est déjà 17h06, il faut absolument qu'on démarre, puisqu'on a des personnes qui sont, au niveau des intervenants, qui sont avec un timing très précis, donc on est obligé de démarrer immédiatement. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir rejoint notre webinaire numéro 4, qui a été un petit peu décalé dû à quelques problématiques en fait au niveau de l'équipe, on va dire. Et donc on est quand même très heureux de pouvoir vous accueillir. Et je vais donner la parole à Marie-Josée qui va vous expliquer un peu l'historique, le futur de ces webinaires économie circulaire. Et puis, elle va aussi rentrer, bien entendu, dans ce webinaire avec nos invités. Voilà, merci. Oui, Yves, est-ce que tu peux rappeler les règles pour les réponses, peut-être, pour Oui. les questions? Ok, alors écoutez, vous avez au niveau de votre écran, vous avez en fait une possibilité de faire des questions-réponses. Alors ces questions-réponses, en fait, n'hésitez pas à les utiliser. On a au niveau de l'équipe des personnes qui sont là pour justement les collecter et les poser d'une manière orale à nos invités en fonction en fait des synthèses qui pourront être faites. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces questions-réponses pour poser vos questions et on vous répondra au fur et à mesure. Les questions sur lesquelles on n'aura pas eu le temps et la possibilité de répondre, on vous répondra d'une manière écrite au niveau de après ce webinaire. En sachant que ce webinaire il est enregistré, donc de toute façon la même chose, on a eu quelques difficultés, mais on était arrivé, on va vous mettre à disposition pour les personnes qui étaient sur les précédents, les webinaires numéro 2 et 3, et le 4 en même temps dans la foulée. Voilà, donc vous aurez la possibilité, au cas où quelqu'un voudrait visionner ce qui s'est passé et les discussions, il y aura la possibilité de le voir soit en YouTube TV au niveau de Team. Voilà. Marie-Josée, j'ai fait mon devoir, à toi. Bonjour à tous. Merci à Yves pour ces informations techniques qui vont faciliter le déroulement de notre visio. On s'améliore, mais ce n'est pas encore ça. Avant de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui, je vais vous communiquer quelques informations sur notre programme. Alors, en tant que Timoto, nous sommes à peu près 80 managers de l'automobile, de la filière en général. Nous avons participé à de nombreux salons dans le cadre de notre association pour en particulier aider les startups pour la promotion de leurs produits dans les villages de startups que nous animions. À cette occasion, nous nous sommes rendus compte que la connaissance que nous possédions pouvait être mise à profit pour les renseigner sur le monde très complexe de l'automobile et de la mobilité, et peut-être les aider à progresser plus rapidement dans ce milieu. Ces constatations nous ont motivés pour organiser ce programme et la pression environnementale, ainsi que l'évolution rapide des mentalités, nous ont alertés sur l'importance de ces thèmes. C'est tout naturellement en pensant à l'économie circulaire, qui répond à de nombreux aspects environnementaux et sociétaux, que nous avons concocté le programme que je vais détailler plus tard. D'où également l'importance des choix des participants, intervenants ou spectateurs auxquels nous avons proposé notre programme. Tout d'abord, des représentants des startups, et ce sont les piliers de notre projet. Ces startups ont toute l'ambition de contribuer à l'essor de l'économie circulaire dans le cadre des mobilités. Ces intervenants vous apporteront les preuves de leur engagement. Puis, des investisseurs qui cherchent à mieux comprendre les enjeux et le développement de ces entreprises. Des professionnels de l'automobile, intervenants et spectateurs, qui ont manifesté leur intérêt et dont certains viendront nous parler de leur expérience tout au long de ces visios. Enfin, les membres de notre association, qui ont une grande connaissance interne de la filière. Nous espérons de leur part une participation active pour échanger et enrichir le débat. Alors maintenant, un rappel de notre programme, un rendez-vous par mois. D'abord, donc vous pouvez constater nous avons déjà fait un certain nombre de webinaires. Pour chaque webinaire, nous avons... Excuse-moi, Catherine, je voulais voir
la roue de la fortune. Voilà. Donc, en fait, depuis le début, on essaye, comme vous voyez, de monter les webinaires par rapport au cycle de l'économie circulaire. Donc, à part l'approvisionnement durable qu'on verra à la fin du cycle, tous les autres ont déjà, les autres parties de la roue ont déjà été abordées. Donc, je parle surtout de l'éco-conception, de l'écologie industrielle et de l'économie de la fonctionnalité. Ça a représenté, donc à part l'introduction qui a représenté un thème à lui entier, les deux autres, il y a eu déjà 3 webinaires. Donc, sur la partie, le 20 janvier, nous avons une réunion sur tout ce qui concerne le parc roulant. Et demain, et aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, nous abordons le réemploi et la réutilisation des pièces de rechange. Donc, le 15 avril, nous aurons le recyclage et l'approvisionnement durable. Vous pourrez constater que toutes les personnes que vous avez vues sur la roue sont des personnes qui sont vraiment dans l'activité et qui sont très proches de nos sujets. Voilà. Donc, le dernier événement aura lieu en salle, normalement. Donc, pour le moment, on l'a programmé le 20 mai. Ce sera dans une salle, dans une école de commerce qui est spécialisée dans le développement durable, qui s'appelle l'ESI. Nous espérons que tout pourra se passer le 20 mai et c'est un grand souhait. Nous espérons à cette occasion reprendre les plus grands sujets et essayer de construire un premier plan d'action pour essayer de rebondir derrière et continuer peut-être des démarches qui seront apporteurs de solutions et d'actions. Donc, revenons à aujourd'hui. Les 3 intervenants de ce jour sont des pionniers de la pièce de réemploi et de déstockage. La rigueur et l'organisation doivent être impeccables pour un service de qualité. 3 exemples qui abordent les différentes organisations nécessaires à cette activité en expansion. Tout d'abord, je vous présente Véronique Morel de Stellantis, senior vice-président de l'économie circulaire dans le marché l'après-vente. Cette business unit a été créée en 2018 pour développer de nouvelles activités et ainsi élargir l'offre du groupe sur le marché de la pièce de réemploi. Puis nous recevrons donc Stéphane Brosse-Caillet, CEO de la start-up Restarteco, son site Reparcar qui permet la vente en ligne des pièces de réemploi automobile est accessible aux particuliers. Depuis octobre 2019, un site spécifique est réservé aux professionnels. Enfin, Fabrice Henriot, président de Allo Cassoto et vice-président de la filière de déconstruction de Fédérec, va nous expliquer comment cette filière permet de préserver les ressources grâce à l'organisation mise en place et permet de produire ces pièces de réemploi et de les distribuer tout en satisfaisant les clients. C'est un travail de longue haleine qui finit par porter ses fruits et redonne ses lettres de noblesse à cette activité. Je donne la parole à Véronique Morel, qui précisera quelle démarche Stellantis déploie pour cette activité en Europe et ailleurs dans le monde. Merci Véronique de prendre la parole. Merci bien, merci à vous. Donc, en effet, je dirige la business unit économie circulaire dans le monde de l'aftermarket depuis maintenant 3 ans, d'abord dans le groupe PSA et maintenant dans Stellantis. Et vous voyez que mon objectif, notre objectif, est de donner une deuxième vie aux pièces automobiles pour satisfaire tous les clients partout dans le monde et aussi contribuer à la sauvegarde de la planète en sauvant matière et énergie. Et je vais vous expliquer très simplement quel est finalement le scope de cette activité. Donc, tout simplement, alors c'est plus facile de le dire en anglais, le scope consiste en 4 R. Recycle, c'est retransformer les vieilles voitures en les broyant et en les recyclant, en refaisant de la matière, avec bien sûr des partenaires broyeurs.
qui nous permettent de remettre jusqu'à 30% de matière recyclée dans nos nouvelles voitures. Mais bien entendu, ça ne donne pas une deuxième vie aux pièces automobiles. Et l'intérêt est d'ajouter les 3 phases que vous voyez sur l'écran, qui sont ce qu'on appelle en anglais remanufacturing, repair and return et reuse. Alors, ça consiste en quoi? La première activité, remanufacturing, eh bien, ça consiste à récupérer une pièce usagée parce qu'elle est en mauvais état ou parce qu'elle est défectueuse, en s'appuyant bien entendu sur nos réseaux de réparateurs, de la repasser dans des process totalement industriels. La vieille pièce, on l'appelle la core ou la carcasse. Nous la repassons dans nos process industriels et finalement, nous la remettons sur étagère pour une autre vente, une revente sur une autre voiture. C'est donc ce qu'on appelle le remanufacturing. La deuxième activité, alors, juste une précision, bien sûr, le remanufacturing nous permet de valider un niveau de cahier des charges important. Et aujourd'hui, nous savons à la fois dire combien on sauve de matière et combien on sauve d'énergie. Donc, en moyenne, sur cette activité, 80% de matière et 50% d'énergie par rapport à la fabrication d'une pièce neuve équivalente. Mais aussi de respecter le cahier des charges initial du constructeur, qui est un gage de qualité pour la réparation des voitures, encore une fois, partout dans le monde. La deuxième activité est un peu similaire, ça s'appelle du repair and return. Donc, comme son nom l'indique, nous réparons la pièce qui a été prélevée sur une voiture, toujours dans le réseau, chez un des garagistes, mais nous la réparons dans des ateliers spécialisés et nous la ramenons sur la même voiture. Donc, elle n'est pas remise sur étagère en distribution pour revendre sur une autre voiture. C'est donc l'exemple, à l'inverse des pièces de remanufacturing qui sont davantage aujourd'hui de mécanique, moteur, boîte de vitesse, transmission, alternateur, démarreur, enfin une quarantaine de familles de pièces auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les batteries électriques de voitures, qui sont un élément très important et très coûteux. Le repair consiste davantage à réparer des composants, des éléments électroniques qui, comme chacun sait, si chacun autour du téléphone a une voiture, sait que finalement ça représente pas mal d'argent sur les voitures. Et donc là, également, nous respectons le cahier des charges initial, mais nous vous ramenons la même pièce sur votre voiture, ce qui fait que vous retrouvez votre radio avec le même écran, un peu amélioré quand même, puisqu'on en fait une petite réflexion, mais vous retrouvez vos configurations de connexion sur votre propre navigation, par exemple. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le réemploi en France ou le reuse, c'est donc l'occasion, et qui consiste à prendre sur des voitures qui sont destinées à la destruction. Donc, on parle de voitures à la fois très anciennes. En France, on parle de voitures de 19 ans d'âge, mais aussi de voitures accidentées, je prends toujours l'exemple d'une voiture qui a eu un accident à l'avant, peu importe, et sur laquelle on peut très agréablement prélever un pare-choc ou des feux arrière pour pouvoir offrir une solution de réparation à une autre voiture à un prix plus modeste. Voilà. Donc, voilà le scope de l'activité. Et aujourd'hui, nous proposons, au titre de Stellantis, ces 3 catégories de pièces qui constituent l'économie circulaire à l'ensemble de nos clients dans notre catalogue de pièces qu'on appelle dans le monde de Stellantis Service Box. Voilà. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, tout cela, c'est très industriel. C'est une offre au client qui est à la fois écologique, et puisqu'on gagne de la matière et de l'énergie, et économique, puisqu'on positionne ces pièces, bien sûr, moins chères par rapport à la pièce neuve, mais c'est aussi un monde industriel. Je vous ai parlé de repasser dans des process industriels, mais c'est aussi un gros process industriel, logistico-industriel, qui est de récupérer l'ensemble des vieilles pièces qui sont finalement notre matière première dans l'économie circulaire. Donc, vous voyez ici un schéma simple, alors qui n'est pas circulaire. Je l'ai fait
Je l'ai fait rectangulaire. Donc, à partir d'une livraison de pièces qui est donc sur étagère sur un magasin central, dans le monde de la distribution d'un constructeur, nous passons par les magasins de pays. Nous-mêmes, du côté Stellantis, nous avons des distributeurs que nous appelons Distrigo, qui sont beaucoup plus proches de l'ensemble des réparateurs que nous livrons, qu'ils soient agréés, donc réparateurs agréés, ça veut dire des réparateurs de marque, hein, comme Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Vauxhall, Chrysler, etc. Les réparateurs indépendants, et vous savez qu'il y en a beaucoup sur le marché, hein, puisque finalement le marché indépendant représente 70% de la réparation aujourd'hui, et nos propres garagistes que nous avons labellés Eurorépar Car Service, et qui sont des indépendants qui ont accepté notre branding. Donc, on livre tous ces réparateurs, et en échange, eh bien, c'est très simple, le réparateur qui est en train de travailler sur une voiture a commandé cette pièce, il la reçoit jusqu'à 3 fois par jour avec le principe de Distrigo, et puis au lieu de jeter la pièce, eh bien, il la remet dans la boîte de la pièce qu'il vient de récupérer et il la renvoie par le même circuit de logistique retour, et ça repasse encore une fois par le Distrigo, le magasin pays, et ça retourne à un centre de tri qui est aujourd'hui situé dans notre magasin central de pièces de rechange qui est localisé à Vesoul, donc en France, pour récupérer la vieille pièce, la trier et ensuite la répartir. Donc la trier, les bonnes, on les garde, les bonnes suffisamment en bon état pour pouvoir être réparées et remanufacturées, on les garde. Celles qui sont en trop mauvais état, évidemment, on les recycle, donc on les transforme en matière grâce à nos partenaires broyeurs. Et puis, donc, on les trie et on les renvoie donc, dans nos ateliers de remanufacturing, nos propres usines ou des usines partenaires avec nos fournisseurs. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en espérant avoir été clair et simple. Alors, est-ce que je peux juste vous poser une question complémentaire? Oui. Cette organisation qui est parfaitement huilée et qui m'impressionne complètement, est-ce qu'elle fonctionne partout ou est-ce que je suppose que vous avez certainement des endroits à développer encore? Oui, alors bien sûr, donc elle fonctionne parfaitement en Europe, partout, dans 30 pays d'Europe. Elle fonctionne en Afrique du Nord. Elle commence à fonctionner en Amérique latine. Elle fonctionne très fortement en Amérique du Nord grâce à nos collègues de Stellantis qui viennent du monde Fiat Chrysler. Et donc, bien sûr, mon objectif est mondial. Hein. Je crois que j'ai dû vous dire en introduction que moi, mon objectif était de pouvoir satisfaire l'ensemble des clients partout dans le monde. Et donc, l'objectif est de pouvoir développer ces boucles absolument partout dans le monde. Donc, en Chine pour la Chine, en Turquie pour la Turquie, enfin, selon les marchés et selon également le niveau de protectionnisme de chaque pays. Vous avez raison de me poser la question. Certains pays sont de toute façon protectionnistes et n'acceptent pas qu'une pièce remanufacturée ou une pièce d'occasion puisse être importée à l'intérieur de leurs propres frontières. Alors, bon, finalement, c'est peut-être une contrainte parce que parfois, on a une localisation d'un pays qui est juste à côté et on n'a pas le droit d'importer dans l'autre. Mais en même temps, c'est vertueux parce qu'évidemment, tout livré depuis un magasin central qui serait positionné je ne sais où n'a pas de sens lorsqu'on regarde l'ensemble du bilan carbone du puits à la roue. Évidemment, on fait très attention à la logistique et qui pourrait coûter en CO2 ou en tout cas en énergie. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'aller très, 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 très vite partout dans le monde. Alors, merci beaucoup, Véronique, pour ces informations qui permettent de comprendre l'intérêt de cette activité dans le cadre de l'économie circulaire. Et on peut constater également l'importance que donne Stellantis à son développement. Donc, bravo. Maintenant, Stéphane Broscaillé, cofondateur et CEO de Citri Parcar.
Il va vous expliquer comment, en tiers de confiance, le marketplace Réparcar simplifie l'accès à la pièce de réemploi de qualité et garantie. Stéphane, je vous donne la parole. Merci Marie-Josée. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Très heureux de représenter aussi la start-up aujourd'hui du réemploi. Donc effectivement, donc on a lancé la marketplace Réparcar.fr fin d'année 2018 avec l'ambition de rendre accessible la pièce de réemploi au plus grand nombre. L'idée, parce qu'on me demande toujours d'où vient finalement cette envie, cette idée, elle est née d'une expérience personnelle, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc j'avais l'été 2016 besoin de changer les feux arrière de la voiture de mon père et il s'est retrouvé que j'ai eu deux grandes frustrations. La première, c'est que je m'étais mis en tête que j'allais y arriver par moi-même et donc du coup changer des pièces d'occasion. On sait que ça existe, on sait que c'est disponible. J'avais bien fait les sites de petites annonces, mais on n'est pas sûr que ça soit bien la bonne référence. On ne sait pas trop qui est derrière l'annonce. Donc finalement, l'acte d'achat est difficile. Et la deuxième chose, c'est que j'étais allé chez mon garagiste habituel qui, lui, était d'accord pour poser de la pièce d'occasion, mais me signale avant que si elle n'est pas disponible dans la case d'à côté, avec qui il a l'habitude de travailler, il n'irait pas chercher ailleurs parce qu'il n'avait pas confiance dans les autres centres. Donc, bien sûr, bon, ils n'avaient pas la pièce, sinon je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc, de ces deux frustrations, avec mon associé et ami d'enfance, Alexandre Gauthier, on a créé notre entreprise, on s'est lancé dans l'aventure et on a étudié le marché donc, et on a vu les problématiques, regardé les problématiques sectorielles. Catherine, si vous pouvez mettre la slide d'après. Voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, la pièce neuve augmentait significativement sur les dernières années et elle augmente en moyenne de 6% par an, ce qui se comprend parce que les pièces sont de plus en plus technologiques. Maintenant, les véhicules embarquent de plus en plus d'électronique, donc ça augmente le coût aussi de la pièce, mais c'est aussi finalement le deuxième centre de coût du foyer et le budget n'est pas toujours prévu. Donc, il faut avoir des produits de substitution pour pouvoir trouver une solution plus facile pour l'utilisateur, pour qu'il puisse, l'automobiliste, de sorte qu'il puisse reprendre la route plus facilement. Et puis, donc, il y a la nouvelle loi pour la transition énergétique, donc, qui date de 2017, mais dont le décret d'application date d'avril 2019, qui contraint maintenant les garagistes à proposer de la pièce de réemploi. Mais pour ça, il fallait apporter des solutions. Il ne suffit pas d'une loi, il faut quand même trouver des outils pour faciliter l'accès, l'achat plus serein. En sachant que l'offre finalement est effectivement dispersée alors il y a 1700 centres centres de véhicules hors d'usage agréés en France. Tous ne font pas de déconstruction d'ailleurs, et donc et finalement l'offre est assez éparse. Et on se rend compte aussi que les niveaux de qualité de travail ne sont pas encore au même niveau d'industrialisation. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir lancer une nouvelle plateforme pour faciliter l'accès à la pièce de réemploi de qualité pour les professionnels et les particuliers. Donc, si on voit sur la slide d'après, finalement, du coup, pour répondre à ces problématiques, là, il fallait déjà, dans un premier temps, disrupter ce modèle de petite annonce. On n'a pas envie, et les professionnels non plus n'ont pas envie de parcourir des listes et des listes de pièces disponibles dans des états différents. Donc, il fallait simplifier l'accès de sorte qu'il soit aussi accessible que le neuf. Et donc, le premier défi qu'on s'est lancé, nous, en tant que start-up, c'était de réussir à faire une place de marché avec la recherche par plaque d'immatriculation. C'est un must-have aujourd'hui sur la recherche en ligne. C'est le cas majoritairement pour le neuf. Donc, il fallait aussi pouvoir l'apporter sur la pièce d'occasion. Donc, on était la première place de marché à proposer de façon native la recherche par plaque d'immatriculation sur le site. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'était de mettre en place des algorithmes pour
remonter les pièces les plus pertinentes et pas chercher à montrer une exhaustivité de l'offre. Donc, c'est des algorithmes qui permettent de remonter la pièce selon le meilleur vendeur, le meilleur prix et aussi le meilleur état. Puisque dans la particularité de la pièce de réemploi, chaque pièce est unique. Donc, la photo doit être contractuelle on doit pouvoir gérer pièce par pièce et non pas juste une quantité de stock, comme ça peut être le cas pour le neuf. Donc, voilà, et une chose pour faciliter encore une fois, on va dire, la sérénité de l'achat, on a développé un algorithme de 100% compatible pour assurer au client que c'est bien la pièce qui correspond à son véhicule. Et le dernier pilier, c'est donc de mettre en place l'ensemble on va dire des best practices du e-commerce. Donc, c'est une fiche produit unifiée avec son prix, plusieurs moyens de paiement, une livraison rapide, un service client accessible par chat et par téléphone. Voilà, comme on peut le trouver de façon naturelle sur beaucoup de sites e-commerce ou de marketplace. Donc aujourd'hui, on est recommandé par nos utilisateurs. On estime qu'on a atteint notre product market fit en fin d'année dernière. Donc, une jeune entreprise innovante qui voilà, a atteint son product market fit et maintenant on est en forte croissance. Si on regarde la slide d'après, du coup, pour vous montrer rapidement notre savoir-faire, donc déjà d'une part, on est propriétaire de notre marketplace. C'est une marketplace maison qu'on a développée en interne et qui nous a permis de savoir travailler et uniformiser l'ensemble des flux des centres de déconstruction automobile, puisque voilà, on part au départ de plusieurs façons de travailler, de plusieurs façons de nommer une pièce. Il faut savoir harmoniser tout ce stock, le rendre standard et facile d'accès aux professionnels comme aux particuliers. La deuxième chose, c'est la recherche en ligne. Donc, comme je vous disais, la recherche par plaque d'immatriculation et ce qu'on appelle, nous, le perfect match, qui est un savoir-faire chez nous qui nous permet là de faire jusqu'à moins de 5% de taux de retour. Et c'est une intelligence artificielle qui apprend au fur et à mesure. Plus on a de stock, plus on a de véhicules en base, plus notre taux va s'améliorer. Voilà pour en tout cas notre savoir-faire. Je vous montrais aussi, donc on a repris finalement le modèle à succès des téléphones reconditionnés. Pour choisir un moteur, typiquement, vous allez pouvoir choisir selon le kilométrage, son prix, si vous le voulez d'occasion, remis à neuf, donc en échange standard avec une consigne. Voilà, l'objectif, c'est de simplifier encore une fois l'accessibilité, la lecture du produit et pour faire gagner du temps aux professionnels et aux particuliers dans leur recherche. Voilà, c'est notre métier, on va dire, en tant que jeune entreprise innovante, puisque c'est un statut que l'État nous donne de développer la R&D pour apporter de nouveaux outils au marché et simplifier et développer l'économie circulaire grâce à ces outils. Si on regarde encore la slide d'après, pour vous partager notre vision de la digitalisation, qui n'est pas uniquement la nôtre, puisqu'elle est reprise de Thomas Jetzinger en février 2017, mais que je trouve intéressante à montrer sur l'évolution du marché de la prévente automobile, donc où on était avant sur un marché très linéaire. Maintenant, la distribution se crée des maillages entre les différents acteurs et la marketplace, et c'est la volonté de notre startup, c'est d'être des facilitateurs. On est des facilitateurs de transactions, on est des facilitateurs d'échanges entre les acteurs de la prévente automobile, et notre objectif, c'est de digitaliser, d'être ce nœud digital qui va permettre de développer la pièce de réemploi entre les différents acteurs de l'automobile. Donc, si on regarde la slide d'après, c'est
c'est du coup le schéma de la marketplace. Donc, on a d'un côté nos fournisseurs qui sont nos marchands. Aujourd'hui, ce sont des centres de déconstruction automobile agréés qui sont sélectionnés pour leur qualité de travail. Donc, ça veut dire qu'ils ont les moyens humains et matériels d'expédier la pièce en 48 heures dans toute la France, qu'ils proposent une garantie d'au moins 6 mois, voilà, que les pièces soient contrôlées, donc tout un cahier des charges à respecter. Donc tout ça est dans un stock virtuel dans notre place de marché. Et ensuite, on a différents canaux de distribution. Donc Reparcar.fr est notre première version B2C. On a pénétré le marché par les particuliers parce que on dit que 90%, et ce n'est pas lié qu'à l'automobile, c'est lié à l'ensemble des marchés, 90% des utilisateurs vont faire une recherche en ligne avant d'acheter sur place. Et c'est ça qui est intéressant pour ceux qui achètent sur place, c'est que donc, du coup, il y a une recherche en ligne qui est faite et ensuite, ils peuvent aller chez leur garagiste et ils ont pris une connaissance et la connaissance de l'existence de la pièce de réemploi. Aujourd'hui, les professionnels représentent 20% de notre volume d'affaires, alors qu'on ne les a pas encore tout à fait démarchés. On nous trouve particulièrement via Google, les différents canaux d'acquisition que nous pouvons avoir à travers le B2C. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, on couvre l'ensemble des réparateurs, puisque donc aussi bien garagistes que carrossiers, mais surtout aussi agents de marque, donc du Peugeot, Renault et autres, mais aussi du France Pare-Brise, voilà, l'ensemble des réparateurs aussi, l'ensemble d'acteurs de la réparation rapide comme Norauto, Midas. Donc voilà, qui achètent déjà sur notre plateforme, donc soit en version B2C, soit en version B2B. Et ensuite, on met à disposition également des API pour les distributeurs, s'ils le souhaitent, et ensuite, ou des e-boutiques en marque blanche pour les enseignes, par exemple, qui souhaitent proposer à leurs différents affiliés la pièce d'occasion. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Je ne sais pas si je dois y répondre tout de suite. Vous me direz, Marie-Josée. Ce sera après, comme ça, on garde les questions pour la fin. Ok, pas de souci. Voilà pour ma partie, et avec plaisir pour répondre aux questions après. Mais effectivement, voilà, on se source auprès de centres de déconstruction automobile et auprès de vendeurs aussi d'échanges standards. Voilà, et à chaque fois, donc ce sont des professionnels qui respectent notre cahier des charges pour permettre aux autres professionnels de la réparation d'acheter sereinement leurs pièces en ligne via notre plateforme. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. On reprendra les questions à la fin et on pourra s'étendre. Et je pense qu'il y a pas mal de bonnes questions à poser sur votre activité. Franchement, vous avez fait un travail d'organisation transversale qui est assez impressionnant et un service pour les particuliers professionnels vraiment facile à utiliser. Et franchement, bravo. Je pense que ça, c'est une des possibilités pour vraiment passer à une nouvelle marche, enfin voilà, une nouvelle accélération dans ce milieu. Alors maintenant, nous allons écouter Fabrice Henriot de Aloca Soto et vice-président de la filière des constructions. Merci Fabrice de prendre la parole. Merci Marie-Josée, merci à tous et bonjour. Donc moi je représente effectivement la partie, on va dire production de la pièce de réemploi. On a entendu les constructeurs qui mettent
les véhicules sur le marché, et puis Stéphane qui distribue nos pièces d'un point de vue digital. Donc nous, on est des acteurs du marché depuis qu'il y a des voitures, hein, puisque notre métier remonte au récupérateur, au pot de lapin, si on peut dire. Et on bénéficie effectivement aujourd'hui de la partie législative qu'a évoqué Stéphane sur l'obligation faite aux réparateurs de mettre en place, de proposer les produits d'occasion. Et en fait, on rentre aujourd'hui dans une ère qui nous convient bien à notre métier, puisqu'on commence à anoblir un peu l'image de la casse auto telle qu'on la connaissait autrefois. Et donc, sur la slide suivante, je voulais juste vous préciser un peu où on se trouvait dans l'organisation de cette filière, hein, avec le producteur qui est le constructeur automobile, et puis le centre VHU, vous voyez en avant-dernier, qui est donc notre métier, avec un objectif qui est défini par une directive européenne qui est actuellement en refonte, hein, mais les objectifs ne devraient pas être, en tout cas pas inférieurs à ceux que vous voyez apparaître. Donc 95% de recyclage et de valorisation. Il faut bien l'entendre, pour les gens qui ne connaissent pas notre métier, c'est une énorme performance. Aujourd'hui, on recycle des voitures qui n'ont pas été fabriquées la semaine dernière par Stellantis ou par Renault, donc pas forcément éco-conçues. On traite des voitures qui ont en moyenne 19 ans d'âge, qui est la moyenne de destruction des voitures aujourd'hui. Et malgré tout, cette filière, donc notre métier, associé à celui des broyeurs, nous permet aujourd'hui d'atteindre 95% de recyclage et de valorisation de la masse de la voiture, qui pèse à peu près une tonne. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que 50 kilos, hein, globalement, qui vont en sous-sol. Et cette progression a été très forte puisqu'elle a été impulsée en 2006, hein, déjà par l'Europe, où on était plutôt autour de 80%. Aujourd'hui, le marché français est à 94,2 de mémoire. On flirte avec les 95 en fonction des différentes typologies d'acteurs dans le métier. Aujourd'hui, on est là pour parler d'économie circulaire et donc de pièces de réemploi. Donc, je vais plutôt faire un focus sur la pièce. Et pour rejoindre et Stéphane et Véronique qui s'est exprimé tout à l'heure, nous sommes des fournisseurs de pièces d'occasion, mais aussi des fournisseurs de pièces pour la rénovation, qui sont les deux types de pièces qui constituent l'économie circulaire. Pour la rénovation, c'est plutôt des produits qu'on va démonter sur nos chaînes qui s'approchent d'une logique industrielle aujourd'hui et qui vont permettre à des rénovateurs de retransformer le produit en produit rénové. La pièce d'occasion, par contre, ça c'est vraiment clairement notre métier depuis toujours. Et c'est un métier qu'on a souhaité mettre, sur lequel on a souhaité mettre énormément d'innovation, d'investissement et de technologie, de façon à arriver sur ce qui est écrit en haut, d'essayer de rapprocher les standards de la pièce neuve des standards de la pièce de réemploi, PRE, pièce de réemploi. Pour ça, on a beaucoup travaillé sur plusieurs aspects. Un notamment qui est celui-ci, qui est la fiabilité et la traçabilité de la pièce, puisque ça fait partie de nos obligations, avec cette logique, vous le verrez sur les quelques slides suivantes, qui est une sorte de réassurance auprès du consommateur, qu'il soit particulier ou professionnel, du fait de notre image de marque et du fait de ce qu'on peut comprendre qu'un particulier, un professionnel, a une hésitation vis-à-vis de la pièce d'occasion. Tout notre travail à nous, il est de démonter le plus correctement les pièces, de les informatiser, de les tracer telles que vous voyez là. On peut passer à la slide suivante. Mais aussi d'être en capacité d'exprimer le bon tarif et d'y associer une référence constructeur. Et on peut passer à la slide suivante aussi. Voilà, tout est conçu autour aujourd'hui d'outils informatiques. Donc, j'ai essayé de vous le mettre en mode synthétique avec les principaux acteurs. Donc, vous verrez autres apparaître sur cette slide parce qu'il y a plein de nouveaux acteurs et il y a plein de choses qui évoluent régulièrement sur notre système. Mais donc, pour réaliser cette qualité de traçabilité et d'information liée à la pièce, hein, puisque je vous le rappelle, elle est unique, hein, contrairement à la pièce neuve. Hein, vous avez une référence de plaquette, vous avez 200 000 plaquettes, c'est la même référence. Nous, pour chaque pièce, nous avons l'obligation d'avoir cette traçabilité, donc d'être extrêmement précis en fait sur la correspondance entre sa référence marché, qui est souvent la référence constructeur, et la référence qu'on va y associer. Donc elle rentre dans nos systèmes, on les informatise, on utilise des outils que je cite hein, comme Silexa ou la Cour, qui nous permettent de récupérer les tarifs constructeurs et les références constructeurs. Ensuite, on mutualise ces stocks-là.
qui partent vers le bas, vers l'activité traditionnelle classique de la vente au comptoir de véhicules, mais qui aujourd'hui, grâce à des marketplaces comme Stéphane, grâce à des partenariats avec les constructeurs automobiles comme PSA ou Stellantis, pardon, qui met en œuvre un outil type Précis ou Biparts, qui nous permettent aujourd'hui de déployer et d'apporter ces pièces-là, ces stocks, vers le marché du particulier et du professionnel. Et on peut passer à la suivante. Pour continuer sur cette réassurance, je vous ai parlé donc de la traçabilité, de la fiabilité de la référence et du prix. On a également cette obligation d'avoir une qualité dans notre démontage et notre stockage. Donc ça a été une vraie progression de la profession depuis 5 ans à peu près, où on a bien pris conscience que l'attendu du particulier ou du professionnel est une pièce très proche de la pièce neuve. L'intérêt premier aujourd'hui reste l'aspect économique, c'est la première démarche de nos acheteurs. Et puis on le voit clignoter, et fort heureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience environnementale qui est faite par les différents acteurs, qui fait qu'on a ce bénéfice avec ces pièces de réemploi, qui est et le prix et l'aspect écologique. On peut passer à la suivante aussi. Voilà, quand on parle de qualité, de contrôle, ça veut dire qu'on fait subir à l'ensemble des pièces aujourd'hui, quand on procède à leur démontage, à plusieurs contrôles qualité. Toutes les pièces ne sont pas sans défaut. Il n'est pas question pour nous de ne pas mettre en avant les défauts. Quand le défaut que présente une pièce de réemploi ne permet pas son bon fonctionnement ou son niveau de sécurité, elle est extraite du système et elle est mise au rebut, elle part dans une filière de recyclage matière. À partir du moment où on arrive à avoir une pièce qui correspond aux standards attendus, on peut la commercialiser. Donc il y a un vrai travail qui est fait, façon de mettre en avant le petit défaut qu'il peut y avoir sur une pièce de carrosserie, mais qui est réparable par un carrossier, ou le kilométrage d'une pièce mécanique qui va être certes peut-être plus importante que ce qu'on va retrouver sur le marché neuf ou rénové, forcément par définition, mais qui a encore toutes ses valeurs intrinsèques du fait qu'elle n'est pas en fin de vie et qu'elle nous permet de fonctionner. Je vous donne un exemple en particulier, qui est l'alternateur, qui permet de recharger la batterie quand on utilise sa voiture. Aujourd'hui, les centres VHU et des constructeurs automobiles que nous sommes, pour assurer la fiabilité d'un alternateur, on a des bancs d'essai, on démonte la pièce, on les teste, on génère un mouvement avec une courroie factice qui nous permet de voir et de valider si cet alternateur va être en capacité de recharger la batterie et de fonctionner correctement. Donc on est vraiment parti sur des process assez poussés. On est loin des standards très industrialisés des constructeurs automobiles, mais aussi parce qu'on travaille des produits extrêmement atypiques. On a des voitures de 19 ans, des voitures de 2 ans, on a des voitures accidentées, on a des choses qui ne sont pas faciles à industrialiser sur des bases de chaînes telles qu'on l'entend dans le monde des constructeurs. Mais néanmoins, et le développement de nos marchés nous l'a bien prouvé ces derniers temps, autant on considérait que la pièce d'occasion représentait à peu près 1% du marché de la pièce de rechange, donc c'est toute la pièce sauf la pièce d'origine, en 2010 à peu près. Aujourd'hui, on parle de 3-4% du marché. Et quand on prend des perspectives et qu'on regarde les marchés plus matures que les nôtres, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les pays du Nord, ou même en Espagne et en Angleterre, on arrive quand même sur des marchés où la pièce de réemploi représente entre 11 et 20% du marché de la pièce de rechange. Donc avec une résultante écologique et économique très importante pour l'ensemble des automobilistes. On peut passer à la slide suivante. Voilà. C'est la même logique que les slides précédentes, c'est essayer de vous mettre en avant la qualité du travail qu'on réalise. On a parlé de logistique, on a parlé de transport, et l'emballage en fait partie, effectivement. Si on expédie une pièce, on parlait Madame Aurel parlait du monde, donc on est bien conscient qu'une production de pièces de réemploi doit être plutôt locale, mais il n'empêche qu'en France aujourd'hui, avec la proximité de nos pays voisins, on peut commencer à travailler sur l'international, en tout cas sur l'Europe. Et aujourd'hui, beaucoup de centres VHU commencent à distribuer des pièces en Belgique, en Italie, en Espagne, où les parcs roulants sont assez similaires de celui de la France. Et l'emballage, la qualité de cet emballage, les photos qui apparaissent aussi sur la dernière vision, permettent de mettre en avant la qualité du produit, de s'assurer qu'il arrive dans l'état dans lequel il est parti. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Pour finaliser
L'idée, c'était d'essayer de vous faire un schéma qui corresponde à cette règle en haut, hein, standard pièce neuve, standard PRE. Alors, il y a de la pièce neuve garantie 2 ans. Nous, on a déjà réussi quand même à monter un système de garantie 12 mois. Beaucoup de centres VHU commencent à proposer des garanties qui intègrent aussi la main-d'œuvre. Par exemple, sur de la motopropulsion, hein, les moteurs, les boîtes de vitesse, aujourd'hui, il y a des systèmes qui nous permettent de garantir pièces et main-d'œuvre le moteur ou la boîte de vitesse. Le Franco de port, c'est-à-dire proposer à nos professionnels de l'automobile les mêmes choses qu'ils ont en inconscient en fait aujourd'hui quand ils achètent une pièce neuve. Ils n'ont pas l'habitude de payer des frais de port. Donc, on est aujourd'hui capable de proposer des offres en Franco de port. On a des hotlines dédiées qui nous permettent de répondre en priorité aux professionnels et aux réseaux qui nous appellent. On a cette capacité de livrer sur l'ensemble du territoire national et voire plus, ce que je vous disais tout à l'heure. On a cette TVA qui, chez nous, ça c'est un sujet un peu technique, mais nous avons une TVA un peu particulière dans le monde de la pièce d'occasion, qui est une TVA à 10%, le prix TTC 10% correspond au prix hors taxe de l'acheteur, mais on sent bien que le monde de la pièce neuve veut bien prendre de la pièce de réemploi et la pièce d'occasion pour s'alimenter, mais qu'il ne faut pas aller trop les perturber dans leurs habitudes. Donc, on essaye d'adapter nos systèmes à leurs habitudes. D'où cette TVA qui est fiscale, mais qui est importante dans nos échanges. Et puis, des systèmes commerciaux, RFA, RFT, RFM, hein, c'est les systèmes de remise arrière qu'on est en train de mettre en œuvre pour essayer de travailler avec des réseaux qu'a cité Stéphane tout à l'heure, Midas, Noroto ou d'autres. Et je ne sais pas s'il reste une slide. Je ne crois pas. Voilà. Et je vous remercie. Merci Fabrice, vous avez tous tenu le timing, donc on va pouvoir donner la parole à Véronique. Je pense qu'il y a de nombreuses questions qui vont partir derrière. Donc Véronique, je vous donne la parole pour que vous nous expliquiez quels sont les constructeurs, comment prennent en compte l'activité de démantèlement dans la conception de véhicules. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça progresse? Voilà. D'accord. D'abord, je voudrais préciser que l'économie circulaire, pour moi, ça n'est pas que le réemploi. Hein. C'est aussi deux autres manières de redonner la vie à la pièce, c'est-à-dire le remanufacturing ou échange standard ou encore la réparation. J'insiste parce que la loi que précisait M. Henriot tout à l'heure, en début de sa présentation, parle d'économie circulaire et donc couvre bien l'ensemble de ces 3 pièces. Parce que souvent, on fait, en France en tout cas, on fait l'amalgame pièce de réemploi égale pièce économie circulaire. Ce n'est pas bijectif. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à votre question. Écoutez, depuis très longtemps, en fait, les constructeurs prennent en compte l'activité en tout cas de démontage de chaque pièce sur les véhicules, même si parfois c'est devenu un peu compliqué, on le sait bien chez les garagistes, de serait-ce que pour démonter chaque pièce. Hein. C'est devenu de plus en plus compliqué quand même, avec des outils particuliers parfois, parce que les voitures sont de plus en plus compactes et contiennent de plus en plus d'options. Voilà. Maintenant, le démantèlement en tant que tel, ça n'est pas que démonter les pièces, c'est aussi être capable de trier, de pré-trier les matières pour ensuite les broyer. Et donc, vous savez que le constructeur a la responsabilité de la mise sur le marché des objets, les voitures, et s'engage à ce que ces voitures soient recyclables et donc travaille dès la conception de ces voitures à améliorer la connaissance de toutes les matières employées, ainsi que comment on démonte tout ça pour avoir une meilleure déconstruction et broyage ensuite. Ce qui est important, ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est qu'on parle d'une conception et puis la voiture qu'on est en train de démanteler, pour la plupart en Europe, c'est 19 ans. Donc, en fait, là, en ce moment, on est en train de démanteler et de broyer pour une majorité de voitures, des voitures très anciennes. Donc, il y a toujours un écart
en tout cas, l'éco-conception, la conception la plus optimale possible et ce que l'on voit dans le quotidien de la filière notamment des véhicules hors d'usage. Voilà. En tous les cas, tout ça, ça se sévérise d'année en année et notamment le gouvernement français tient à sévériser encore ces actions d'identification des matières dans la loi sur l'économie circulaire et avec un cahier des charges qui ne va pas tarder à nous arriver en main, comme le disait Fabrice tout à l'heure. Et puis également, la réglementation européenne, la directive européenne va également se sévériser pour un an plus tard. Enfin, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au-delà du démantèlement, en tant que constructeur, moi, je travaille au cahier des charges de rénovation, de réparation de la pièce, toujours dans l'esprit de la repasser en usine pour la reproposer à une deuxième vie avant qu'elle ne soit recyclée ou démantelée. Voilà. Si je peux me permettre, moi, de rebondir sur le commentaire de Madame Morel, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment, nous, constaté d'un point de vue physique sur le terrain. La première expérience avec un constructeur, moi, à Tismons, ça remonte avec le groupe Renault en 92, où on essayait à l'époque de démonter et de trier les pièces. Quand je compare aujourd'hui, je prends rien que le plastique, on a aujourd'hui, sur toutes les pièces, la capacité de définir immédiatement quelle typologie de plastique on retrouve dans une voiture. Ce qui, je vous avoue, pour nous, et je le crois pour nos amis broyeurs qui sont pas représentés aujourd'hui, mais avec qui on échange beaucoup, un vrai gain en termes de tri en amont de la partie broyage et de la remise sur le marché d'une matière. Parce qu'avant, repérer ce qu'était un pare-choc, c'était pas évident. Aujourd'hui, on sait que c'est du polypropylène et toutes ces pièces sont effectivement extrêmement bien tracées et facilitent soit la réorientation vers le marché de la rénovation, soit l'orientation vers la matière qui correspond à la même matière. Donc, on va tout de suite passer à la deuxième question parce que Véronique a encore 4 minutes à nous consacrer. Oui. Et on va lui demander quels sont les critères de qualité retenus pour les pièces de réemploi. Et cela n'empêche-t-il pas l'exploitation de certaines pièces? Alors, bon, pour Stellantis, nous avons d'abord priorisé les pièces plutôt de carrosserie parce que visuellement, c'est plus facile d'identifier si une pièce est bonne ou pas. Après, en termes de tests, quand on parle de réemploi, puisque la question c'est autour du réemploi, évidemment, les tests, on ne va pas tester un moteur en réemploi, par exemple, d'accord? Donc, on se fie au pédigré des voitures qui ont été démontées, et tout ça c'est tracé avec ce que viennent d'expliquer mes collègues. Pour identifier l'origine de la voiture et puis si on peut lui faire confiance ou pas. Et en termes de réemploi, en fait, c'est pour ça que moi je privilégie à mon catalogue plutôt des pièces qui sont visuellement vérifiables. Voilà. Alors, après, on ouvre également à des pièces qui dépassent un âge de 10 ans. Pourquoi? Parce que vous savez que le constructeur est tenu à livrer des pièces de rechange pour une durée de 10 ans après la fin de vie de la voiture. Et au-delà, en fait, c'est selon, on va dire, les points de rentabilité, les points de flux, en fait, qu'on a si on a plus ou moins de demandes. Et très honnêtement, on va dire l'ensemble du réemploi, à l'exception des airbags que je refuse définitivement de vendre, et un certain nombre de pièces de sécurité peuvent tout à fait être utiles pour réparer une voiture ancienne, notamment lorsqu'on ne trouve plus la référence. Voilà. Les pièces de collection. Oui, tout à fait. Après, comme l'a dit M. Henriot, les pièces sont garanties 1 an. Elles sont garanties 1 an, on va dire, à un certain niveau de garantie de qualité. Voilà. Oui, moi, c'est pas tout à fait la même chose que l'équivalent d'une pièce spécifiée et retestée complètement. Non, nous, on n'a effectivement pas forcément la capacité aujourd'hui d'aller sur des tests que peuvent mettre en œuvre des équipementiers qui travaillent avec les constructeurs
pour atteindre un niveau de fiabilité attendu par le neuf, en fait. Mais je rejoins complètement Véronique sur l'aspect sécurité. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, c'est prévu dans les textes. Les pièces de sécurité ne font pas l'objet de pièces de réemploi. Donc, les airbags, je rejoins complètement Mme Morel. C'est un sujet encore en débat, mais moi, je suis complètement d'accord avec elle. Les ceintures de sécurité, les litières de siège, les organes de freinage, type plaquettes de frein, disques d'occasion, donc tout ce qui pourrait être pièces d'usure liées à la sécurité, tout ça a été complètement exclu du cadre de ce qu'on essaie de travailler au niveau de la pièce de réemploi. Pour apporter nous de la garantie, bon, qui est d'abord légale, hein, il y a une garantie de 3 mois obligatoire, mais qui n'est pas pertinente aujourd'hui, hein, qui l'a été pendant des années. On s'est associé, nous, des compagnies d'assurance, et vous savez que ce ne sont pas des philanthropes. Donc, à partir du moment où ils assurent un système, c'est qu'ils nous demandent d'être performants dans nos systèmes de test. Il est évident qu'aujourd'hui, si on délivrait une garantie sur les moteurs, par exemple, d'1 an et que tous les moteurs cassaient au bout de 6 mois, on aurait déjà perdu l'assureur depuis longtemps et on ne vendrait plus le moteur. Donc, on a réussi à mettre en œuvre des process, hein, puisque c'est la question, où on teste. Alors nous, on a cette chance, hein, on n'est pas au niveau du broyage, hein, on est au niveau de la réception du véhicule. On a beaucoup de véhicules qui arrivent qui sont roulants. Donc, il est tout à fait possible de faire passer une série de tests aux différents équipements, puisqu'il constitue sa batterie, le moteur est branché, donc on peut faire chauffer les moteurs, on peut vérifier leurs tests, on peut aller plus loin en les passant sur des bancs d'essai. C'est pas quelque chose qui est encore extrêmement répandu dans la profession. Par contre, là où je suis complètement d'accord, c'est la pièce de carrosserie, hein, tout ce qui est pièce de robe, ou les optiques, voilà, tout ce qui va être la pièce de robe. Là, c'est très facile, c'est visuel. Nous, on ne se refuse pas de vendre une pièce de robe qui a un défaut à partir du moment où il est expliqué, exprimé, qu'il n'y a pas de surprise en fait pour le carrossier, hein, qui lui va falloir faire son travail de carrossier, hein, de rénovation de la pièce, de la peinture et autres. Et évidemment, si le coût de rénovation d'une pièce d'occasion dépasse celui de la pièce neuve, il n'y a plus aucun intérêt. Mais ce qui nous permet quand même effectivement d'espérer qu'on va aller chercher les quelques pourcentages dont je parlais tout à l'heure et qu'on ne se limite pas à nos 3% de marché. Fabrice, on va laisser partir Véronique parce qu'on sait qu'elle a une obligation. Merci. Et merci beaucoup d'être venue et de nous avoir consacré ce temps. Et bon courage pour la suite. Hein. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, Fabrice, vous pouvez reprendre la parole maintenant. Sur ce sujet-là, ah oui, les meilleures organisations du monde. Oui, on en avait parlé. Non, mais on n'en est pas là, on n'a pas fini. Bon, Stéphane, il avait la parole aussi sur la qualité. Ah oui, c'est vrai qu'il peut. On est en train de le squeezer, le ouais, mais effectivement, bon, de toute façon, allez, Stéphane, allez, tout a été effectivement un peu dit, mais nous, on est assez. Enfin, c'est tout l'intérêt du cahier des charges pour les places de marché et l'intérêt d'avoir une photo obligatoire. On traite à peu près presque 1 million de pièces sur Eparcar. En réalité, il y en a à peu près 500 000 qui sont réellement diffusées sur la plateforme à date, parce qu'il nous faut un certain nombre d'informations pour assurer finalement l'achat sur la plateforme. Donc, il faut effectivement une photo qui est vue de face du produit. Donc, voilà, l'intérêt d'avoir une photo qui soit contractuelle, puisque, encore une fois, l'idée est vraiment de simplifier, mais aussi de rassurer le client au moment de son achat. Donc, il faut qu'il sache ce qu'il achète. Et donc, aujourd'hui, on se déplace dans les centres de déconstruction qui nous présentent leur méthode de travail. Donc voilà, on est vraiment sur la recherche du réemploi de qualité. Et aujourd'hui, on est très fiers des vingtaines de centres VHU avec qui on travaille. On espère en rentrer encore beaucoup sur cette année 2021. Donc, on avance par étapes au fur et à mesure. Et on est, voilà, aujourd'hui, on est sur un marché qui est en pleine industrialisation. Et avec des acteurs qui sont désireux de bien faire. Et donc, les plateformes dont Eparcar doivent leur permettre de le montrer aux acteurs qui achètent et du coup, d'acheter sereinement. Donc, voilà. Donc, et pour reprendre
L'exemple du moteur de tout à l'heure, un grand nombre des centres VHU avec qui on travaille nous écrivent en commentaire du moteur qu'il a été démarré ou il n'a pas été démarré. Voilà, ce sont des informations qui peuvent être importantes aussi au moment de l'achat. Et la garantie est obligatoire. Et la logistique est aussi obligatoire parce qu'il n'y a quasiment pas plus de problèmes dans le réemploi. Il n'y a pas plus de problèmes même dans le réemploi que dans le neuf en termes de retour, en termes de sujets de livraison. Ce qui est important, c'est la réactivité derrière et c'est là où aussi Réparcar est un acteur pour permettre la bonne communication entre les différents interlocuteurs. Donc voilà, pour assurer justement cette qualité de service. Moi, je rejoins Stéphane là-dessus. Hein. C'est un des axes qu'on a choisi. Hein. Alors, Stéphane de son côté, moi du mien. Et puis, on s'est retrouvés il y a quelques temps. Je suis partenaire à Réparcar depuis 2 mois ou 3 mois. L'avantage, c'est qu'on partage cette vision. Et je pense que, enfin, j'espère que c'est la bonne. Hein. On se rappellera pour se le dire. C'est qu'on ne pourra pas développer ce marché si on crée de la frustration, si on génère de la pièce de mauvaise qualité. On parlait de l'image, un peu de la casse auto d'autres fois. Aujourd'hui, c'est le positionnement qu'ont pris, à mon avis, les principaux acteurs du marché. C'est pas de vendre une pièce pour vendre une pièce, mais c'est d'assurer la qualité de la pièce, sa garantie, sa logistique, éventuellement une réclamation, ça peut arriver, en tout cas, ne serait-ce que sur un suivi de colis ou autre. Donc, on associe à tout ça, et Stéphane le fait au sein de sa propre structure, des services, des vrais services SAV hein, qui permettent de répondre aux clients, de suivre la commande, de la préparation de la commande jusqu'à l'expédition et l'ensemble des éléments qui correspondent aux attentes en fait d'un marché. Les attentes du particulier, elles sont presque plus simples parce qu'elle est d'abord économique, hein, mais le professionnel, et c'est là où on a demain les perspectives d'évolution du marché, les professionnels nous attendent sur de la qualité. Et là, on se rejoint totalement avec le positionnement de Réparcar. D'autres plateformes ont choisi d'autres modèles. Hein, je ne citerai pas de concurrents, mais Le Bon Coin, par exemple, est plutôt un truc où il y a un peu de tout. Hein, et puis, bonne chance, allez-y, choisissez ce que vous voulez. Et là, vous verrez bien, même s'il y a des professionnels sur Le Bon Coin. Par contre, sur certaines typologies de plateformes ou certains acteurs comme ma société, on a choisi ce positionnement ultra qualitatif pour ne pas décevoir le marché. Juste une petite question. Dans les pièces qui ne sont pas forcément en bon état, mais que vous savez réparables, est-ce que vous pensez un jour les réparer chez vous ou vous pensez pouvoir les vendre quand même aux réparateurs? Alors, sur la pièce mécanique, on est plutôt sur l'orientation, comme le soulignait beaucoup Madame Morel tout à l'heure, sur l'orientation d'orienter les produits vers la rénovation. La pièce d'occasion, je reprends mon alternative de tout à l'heure, qui est vraiment trop usagée, qui a trop de kilomètres ou qui fonctionne plus. Il suffit parfois de changer un élément électronique à l'intérieur pour qu'il reprenne une deuxième vie. Donc, sur ces pièces-là, on va plutôt les orienter sur le marché de la rénovation. Pour la pièce de robe, on va leur faire subir un certain nombre de critères. Nous, on a des classifications assez simples, 1, 2, 3. 1, la pièce est parfaite, avec un peu de chance, elle est même de la bonne couleur pour le client. 2, elle a une rayure. 3, elle a un énorme problème. La troisième, donc, puisque c'est celle-là que vous évoquez, Marie-Josée, on ne s'interdit pas de la commercialiser dans la mesure où elle n'existerait plus en pièces neuves. Aujourd'hui, je sais que, par exemple, chez Stellantis, il n'y a plus de porte arrière droite de Peugeot 205. Donc, effectivement, on va rentrer une porte arrière droite avec un gros choc, et on va quand même la proposer. Et si un carrossier a le courage de s'y attaquer, il sauvera une voiture. Et donc, on ne l'oriente pas tout de suite vers la destruction. Ah, très bien. Très intéressant. Alors, du coup, on va poser la troisième question qui change complètement, qui est beaucoup moins technique. Mais finalement, quelles sont les meilleures organisations dans le monde et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, on commence par Stéphane. Alors, effectivement, si on prend par exemple, je vais commencer par le marché français. Le marché français, c'est 13,5 milliards d'euros la pièce de rechange dans sa globalité, c'est-à-dire le neuf, l'occasion, l'échange standard. Et aujourd'hui, en France, on est sur un marché qui est estimé entre 3 et 5%.
Il était à 2% avant la loi, on dit qu'il est à 5% depuis la loi pour la transition énergétique, mais on est encore finalement assez loin de nos amis européens, puisque les estimations disent que l'Espagne serait à 20%, les États-Unis aussi 20%, les Nordiques autour de 20% aussi. Donc finalement, la France semble être assez en retard dans la pratique et l'automatisation de la pièce d'occasion et de réemploi en général. Donc voilà, les États-Unis sont connus pour être souvent en avance sur nous, mais on les suit de près. Donc en soi, moi je suis convaincu que la France va rapidement atteindre les 20% dans les 5 prochaines années. Toutes les infrastructures se mettent en place. Il y a un sujet qui est souvent remis, qui est souvent associé peut-être à la méthode française de l'association entre assurance et garagiste, là où en Espagne, un assureur va aller directement traiter avec l'automobiliste. Donc, l'automobiliste va peut-être aller chercher ensuite derrière la pièce la moins chère possible. Donc voilà, il y a un mix culturel d'aller chercher la pièce la moins chère et maintenant, c'est voir comment les assureurs peuvent aussi permettre, c'est la Maif par exemple qui communique là depuis quelques mois sur des nouveaux contrats pour promouvoir la pièce de réemploi. C'est une très bonne chose. Je pense qu'on peut encore beaucoup, il y a encore beaucoup à faire pour changer nos habitudes. Je vais juste rappeler quelque chose d'important, qui pour moi marque un peu les esprits. Après 5 ans, un véhicule a perdu 66% de sa valeur. Ça ne crée pas de valeur au véhicule de changer un rétroviseur par un rétroviseur neuf. Donc, autant mettre un rétroviseur d'occasion sur un véhicule d'occasion plutôt que consommer de la matière première. Et voilà, le Réparcar, aujourd'hui, on a 70 tonnes déjà de matières premières économisées. On fait un peu plus de 10 tonnes par mois et on a à peu près 20% de croissance par mois en ce moment, depuis la fin d'année dernière. Donc, voilà, il y a une forte accélération. Le marché est en train de bouger, d'accélérer. Voilà, la France est un peu en retard sur la pratique, mais en tout cas, les choses bougent. Et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de personnes s'intéressent à acheter utile. Et donc, il faut, c'est aussi la volonté de Réparcar de permettre cette transformation, ces nouveaux usages, ces nouveaux moyens de consommation en simplifiant l'accès. Bon, de mon côté, je vais être un peu redondant parce qu'on a un peu travaillé la question ensemble avec donc, je ne vais pas redonner les mêmes chiffres, mais je le rejoins complètement. On est en retard en Europe. On voit des schémas comme l'Espagne et la Grande-Bretagne, les pays du Nord, qui sont très structurés. Les raisons, ou les États-Unis, dont on évoquait tout à l'heure, les raisons, je pense que c'est vraiment l'implication effectivement des différents acteurs. Comme le disait Stéphane, il parlait beaucoup des assureurs. Je vais vous raconter juste une anecdote qu'on m'a racontée il y a 3 mois ou 4 mois, un peu plus. C'était au dernier salon où j'ai été, donc ça devait être… C'était pas l'année dernière, c'était pas avant le Covid, mais c'était pas loin, où j'ai rencontré le groupe LKQ, qui est une petite boîte américaine qui détruit 1 million de voitures par an à elle toute seule, ce qui est un peu plus que le marché français. LKQ m'a expliqué que le marché américain avait cette maturité, cette performance, dans la mesure où ce sont effectivement les assureurs qui, dès la fin des années 70 et les années 80, ont eu la même réflexion qu'a dit Stéphane. Ça n'apporte aucune valeur à la voiture de mettre une pièce neuve alors qu'elle est ancienne. Et eux étaient sur une logique de remplacement de la pièce à l'identique. Vous avez une voiture qui a 4 ans d'âge, vous avez un accident, la porte est enfoncée, on ne va pas vous la remplacer par une porte neuve, on va vous la remplacer par une porte d'occasion. Et c'est effectivement ce qu'on voit un petit peu avec la communication qu'on voit de la Maif au niveau de la télévisuelle, parce que c'est ce qui marque le plus, même s'il y a des prospectus qui se promènent aussi, où il y a cette volonté de pousser l'usage de la pièce de réemploi. Et voilà, ce qui explique beaucoup pour moi le succès de pays par rapport à nous, c'est de la volonté peut-être de l'État et des organisations professionnelles qui en font partie, d'organiser, de promouvoir ces marchés-là. En France, il faut se le dire, et
et ce n'est pas parce que Madame Morel nous a quittés que je le dis maintenant, on a quand même un poids des constructeurs automobiles sur le marché qui fait qu'ils ne sont pas forcément les premiers à avoir envie qu'on vende de la pièce d'occasion. Leurs revenus reviennent aussi de la pièce neuve. Alors aujourd'hui, on est sur d'autres schémas qui sont plus environnementaux qu'économiques, mais néanmoins, c'est vrai que des pays sur lesquels les constructeurs, et je pense aux pays du Nord quand je dis ça, ou à l'Angleterre, ou à l'Espagne, qui n'a pas beaucoup de constructeurs, sont des pays où il a fallu avancer avec les autres métiers de l'automobile, autres que le constructeur. Donc peut-être que ça a aidé aussi à structurer de meilleures organisations et que nous, on est un peu en retard, comme l'Allemagne, parce qu'il y a des constructeurs un peu costauds qui sont au milieu et qui défendent leur marché aussi. Justement, quand vous parlez du fait que les constructeurs préfèrent bien sûr la pièce neuve parce qu'ils margent plus et ça fait travailler depuis des années les distributeurs et les constructeurs, pourquoi finalement la pièce de réemploi, on peut aussi faire de la marge dessus, rien n'empêche d'en faire. Donc on peut faire parfaitement du commerce avec de la véhicule, avec des pièces d'occasion et en gagner de l'argent dessus. Oui, je vous rejoins, Marie-Josée. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile d'industrialiser de la pièce neuve que de la pièce d'occasion. Vous fabriquez des séries de pièces identiques dans des usines avec de l'injection plastique et des robots qui vous fabriquent des phares dans tous les sens. Moi, je me souviens d'une visite d'une usine en Allemagne où on nous expliquait qu'on était super nuls parce qu'on mettait 2h30 à démonter une voiture et qu'eux, ils le faisaient en 10 minutes. Donc, ils faisaient tourner en fait une chaîne de voiture neuve à l'envers et la voiture se démontait aussi vite qu'elle se construisait. Donc, effectivement, 3 minutes où la voiture était déconstruite. Seulement, quand vous leur demandiez dedans sur cette belle chaîne de BMW série 3, qu'est-ce qui se passe si on met une BMW série 4 ? Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe si on met une BMW accidentée ? Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe si on met une 4L ? Ça ne marche plus non plus. Donc l'industrialisation de nos modèles, qui amène cette économie d'échelle que recherchent tous les process manufacturiers, indépendamment des constructeurs, c'est la même chose avec des fabricants de pots de yaourt, fait qu'effectivement, on travaille moins en série. Et puis, on l'a évoqué au tout début de l'échange, on a cette obligation de tracer la pièce et elle est unique. Donc, vous prenez 2 optiques de Peugeot 207 aujourd'hui, identiques dans ma structure, la même, elles vont avoir 2 références. Chez le constructeur, ce sera la même. Donc, c'est plus compliqué quand même d'appréhender ce marché-là. Mais il reste de la marge et il reste du potentiel de croissance pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer la parole aux organisateurs. Je ne sais pas s'ils ont pu préparer des questions. Qui commence? J'avoue que je ne vais pas poser la question. Thierry? Marie-Jo, oui. Je voudrais intervenir parce que, je sais que je dois faire une espèce de conclusion tout à l'heure, mais je suis assez surpris de ne pas entendre parler du tout des équipementiers. Ah oui. Bon. Alors, je pose la question à Fabrice ou à… On échange beaucoup Stéphane. avec les équipementiers. Aujourd'hui, voilà, nous, on est une jeune entreprise, donc aujourd'hui, les réseaux se créent. On est aussi, on a été sélectionné par Michelin pour faire partie de Moving On, qui est justement l'objectif, c'est de renforcer le réseau des startups, booster les startups, les accompagner dans leur développement de réseau. Donc après, alors, comme toute entreprise, on commence les choses par étapes. Il nous fallait le stock des centres de déconstruction. C'était l'origine de l'entreprise, de la start-up. Et puis aujourd'hui, on discute avec les équipementiers, mais qui nous mettent dans la majorité du temps, parce que c'est quand même comme ça que fonctionne aujourd'hui encore notre système, c'est de façon encore un peu linéaire, donc vont nous mettre en relation avec leurs distributeurs, puisqu'il faut encore respecter cette chaîne de valeur qui aujourd'hui, où l'équipementier va livrer par palette le distributeur, qui lui va être en mesure de livrer de façon individuelle aux différents garages et carrossiers. Donc, ils font partie de cette chaîne, clairement. Nous, on discute avec eux. Aujourd'hui, on travaille plus avec les distributeurs qui, eux, vont redispatcher les pièces aux réparateurs.
Après, effectivement, c'est un vrai sujet. J'ai repris, quand on reprend mon avant-dernière slide, c'est effectivement le sujet. Demain, les équipementiers pourront aussi échanger avec le distributeur de façon digitale. On pourra être dans un nœud aussi de la chaîne entre les discussions entre les distributeurs et les équipementiers. Les équipementiers pourront peut-être aussi s'industrialiser pour distribuer en direct avec les garagistes. Voilà, c'est beaucoup de choses qui aujourd'hui se transforment dans l'industrie de la distribution, que ça soit du réemploi ou pas du réemploi. Et les équipementiers aujourd'hui travaillent beaucoup et le remanufacturing, donc la remise en état de pièces, et ça fait partie de nos projets. Puisque dans le réemploi, on a l'occasion, mais on a aussi l'échange standard. On fait aujourd'hui les moteurs déjà. Demain, on fera aussi les alternateurs, les démarreurs, etc. Avec des équipementiers via des distributeurs, etc. Voilà. Mais si je peux me permettre, vous avez parlé de Michelin. Ce n'est pas vraiment l'équipementier auquel je pensais. Parce qu'évidemment, on sait rechaper des pneus, mais je pensais plus à Valeo, à Forestia, à Plastic Omnium, les équipementiers français, qui ont déjà d'ailleurs, pour certains produits, lancé des réparations. Si vous prenez les alternateurs démarreurs, il y a une grosse usine à Étaples qui répare chez Valeo tout ceci, tout cela. Donc, en fait, c'est lié avec ma question. Vous parlez beaucoup de qualité. Moi, je suis un peu inquiet pour savoir comment vous contrôlez la qualité des pièces, notamment quand on parle de pièces fonctionnelles comme un alternateur ou comme un démarreur. Quand on parle d'une aile de voiture, c'est tout à fait différent, effectivement. Bien que moi, j'ai eu une expérience avec des pare-chocs qui avaient été réparés qui finalement ne tenaient pas la peinture. Donc, si vous voulez, mon point, c'est pourquoi, comment vous faites pour vous assurer de la qualité des produits que vous proposez à vos clients, qu'ils soient MRA ou qu'ils soient peut-être des clients individuels, et pourquoi ne pas développer un business avec les équipementiers qui, eux, vont avoir la qualification pour garantir la qualité des pièces réparées. Alors, moi, si je peux me permettre d'intervenir, il y a deux questions. C'est un, comment on s'assure de la qualité des pièces, Tout à fait. et deux, pourquoi on ne revient pas vers les équipementiers. Alors, la première, ça va peut-être vous faire sourire, mais moi, quand j'ai voulu commencer à mettre en œuvre de la garantie sur la pièce d'occasion, j'ai la chance, je suis aussi vendeur de pièces neuves. Et donc, j'ai comparé mes taux de retour. Et il s'avère qu'en sortie de chaîne, chez l'équipementier, il y a des taux de rebut qui sont liés à une mauvaise fabrication, une mauvaise injection métallique, plastique, une mauvaise connexion, une mauvaise soudure. Ils ont des taux de rebut en usine qui sont assez élevés. J'ai plus le pourcentage en tête. Nous, on a comparé nos taux de retour pièces neuves et nos taux de retour pièces d'occasion, et quand on s'est rendu compte qu'on en avait moins en occasion, on s'est dit, tiens, ça c'est étonnant. Ça, j'ai quand même, cher Fabrice, j'ai quand même un peu de doute. Parce que Ouais. vous savez très bien qu'un équipementier mesure sa qualité en ppm. Oui. Et que quand on est le standard actuel est de l'ordre de 10 ppm. Donc là où vous me surprenez. Je rejoins sur ces notions de grande masse et d'analyse. Je vous donne vraiment un retour qui est beaucoup plus terrain, en fait, et qui n'est pas forcément fait sur des millions et des millions d'alternateurs. Ce qu'on constate, et moi je l'ai échangé avec la majorité de mes confrères et partenaires, c'est que, et c'est pas pour rien que la législation a mis en œuvre cette garantie de 3 mois au départ, c'est qu'une pièce d'occasion, à partir du moment où elle s'est mise en fonctionnement et qu'elle a eu une durée de vie sur une voiture, elle fonctionne. Vous n'avez pas la surprise, en fait, j'allume le téléviseur, il marche ou il ne marche pas. Et la pièce d'occasion bénéficie, entre guillemets, de son usure quasiment. Je ne sais pas si le terme est bien le bon. Vous voulez dire on est dans la bonne partie de la baignoire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez une voiture qui est roulante, nous on a des tris, on fait les véhicules roulants, non roulants, donc c'est plus facile de tester un véhicule roulant. À partir du moment où le véhicule roule, en particulier, vous amenez la voiture dans un centre de déconstruction en roulant, vous pouvez être à peu près certain que les éléments qui permettent qu'elle roule, peut-être que le moteur est en fin de vie, mais en tout cas les éléments qui sont autour, alternateurs, démarreurs ou autres, ils sont fonctionnels, puisque la voiture est arrivée en roulant. Nous, ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les capacités technologiques, financières d'aller sur des niveaux de test tels que peuvent faire des équipementiers comme Valeo. Néanmoins,
je serais ravi de vous inviter à visiter le petit banc de test qu'on a, nous, pour tester les alternateurs. Vous montez un alternateur sur une machine, vous y installez une courroie, vous le faites tourner et vous mesurez sa charge. Et au moment où il charge, il fonctionne. Excusez-nous. Très bien, merci. Désolée, mais le temps passe et on avait des questions dans la salle, donc dans la salle. Alors moi, je ne sais, Thierry, je devait peux poser dire une un mot, question. oui. En Thierry, début de webinaire, il y a eu beaucoup de questions sur le sourcing des pièces. En fait, il y avait comme un mystère autour du destin de ces pièces. Il y avait le sentiment au départ que certaines pièces dormaient ad vitam dans des casses sans avoir aucun débouché. Donc une question légitime venait, c'était comment faire en sorte de leur assurer une deuxième vie. Ça, c'était une première préoccupation. Inversement, on se disait, si ces pièces sont l'objet d'une concurrence finalement entre les acteurs du marché, autant les Stellantis que les Réparcars, et comment cette concurrence se caractérise-t-elle entre les divers acteurs du marché? Donc, vous voyez, on se pose des questions sur un peu le fonctionnement de cet écosystème qui n'est pas clair pour tous. Une partie des questions, bien entendu, ont été répondues dans le cours de cet exposé. Une deuxième question un petit peu plus simple, posée par un auditeur, c'est qui relève que 5% en masse des véhicules ne sont pas recyclés, notamment les plastiques, les mousses, les verres, les caoutchoucs, et j'y ajouterai les pièces de sécurité dont on a parlé. Comment pense-t-on, je dirais à terme, au recyclage de ces produits non recyclables aujourd'hui? Alors, je vais commencer par la deuxième question, si ça ne vous dérange pas, parce que je pense qu'il y a une différence en fait entre le réemploi de la pièce et son recyclage. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui plus que 5% de la masse d'un véhicule qui va en enfouissement, c'est principalement constitué, comme vous le disiez. Alors, j'enlèverai le verre aujourd'hui, puisqu'on arrive à le retraiter. Il y a des mousses, il y a certains types de plastique qui datent de ces véhicules anciens qu'on traite aujourd'hui, qui effectivement, on n'a pas d'exutoire pour les traiter. Par contre, toutes les autres pièces dont vous parlez, notamment les pièces de sécurité ou les pièces de carrosserie qu'on ne serait pas en capacité de remettre sur le marché, elles partent, elles, dans des filières de recyclage. C'est-à-dire qu'elles vont être broyées et transformées en matières premières secondaires pour être réintégrées dans les chaînes de montage des constructeurs automobiles derrière. Donc, quand je vous parle de 5% de la masse, on parle de réemploi, on parle de réutilisation et de valorisation. La dialectique française est toujours, on a la chance d'avoir cette belle langue, mais parfois elle devient complexe, et puis on a des énarques et des polytechniciens qui adorent utiliser notre langue. Donc en France, quand on valorise une matière, on va en faire autre chose que ce qu'elle était au départ. Valoriser un pare-choc en faisant une chaise de jardin. Par contre, vous allez recycler du verre en faisant du verre. Vous allez valoriser un pneu en faisant de l'énergie. Donc, c'est l'ensemble de ces deux actions, la valorisation et la réutilisation, qui vont nous permettre d'atteindre les 95% de cette masse. Plus le temps va passer, pour répondre in fine à votre question, plus cette masse de 5%, elle va se réduire, puisque aujourd'hui, les constructeurs sont impliqués dans ces logiques de REP, responsabilité élargie des producteurs, et on a un éco-organisme qui arrive pour gérer notre filière dans 2 ans. Et tout l'objectif, c'est d'essayer, à terme, demain, d'avoir 100%. Je vous rappelle juste la performance de notre métier. On recycle en France 60% du papier et du carton. Ce sont des monomatières. Alors, ils ont d'autres problèmes de collecte. Ça part dans l'océan, dans les rivières, etc. On recycle 95% des masses des voitures, qui sont composées de beaucoup d'autres choses que du papier ou du carton. Donc, on a une vraie performance, et moi, je m'en enorgueillis un petit peu, parce que je trouve que autant les constructeurs font des efforts depuis une bonne dizaine d'années pour que ce soit plus facile, autant avant, ils s'en fichaient un peu et il fallait qu'on recycle quand même. Voilà pour votre deuxième question. Et la première, c'était sur la concurrence, c'est ça, entre les… Notamment la concurrence, effectivement, pour l'accès aux matières premières, en quelque sorte. Parce que on imagine que les pièces font partie d'un seul et même ensemble sur lesquels vont venir se disputer les différents intervenants du marché, autant les constructeurs que les réparateurs, que les recycleurs, que les casses
entre guillemets, Alors, en automobile? fait, on est sur un cercle assez vertueux. On a une concurrence très claire avec la pièce neuve, donc les équipementiers. On a une concurrence avec le monde du rénové, qui est un autre produit que la pièce de réemploi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette pièce de réemploi peut être réintégrée dans cette filière-là. Donc, notre relation avec les équipementiers, elle se passe plutôt bien. On se retrouve, nous, en tant que fournisseurs des équipementiers pour leur fournir la pièce de réemploi. Par contre, on est en pleine concurrence sur la vente de pièces. Par contre, quand vous prenez un acteur comme Stellantis, qui était là tout à l'heure, comme Stéphane, qui représente une marketplace digitale, ou comme moi, là, on n'a pas de concurrence entre nous. Oui, vous avez bien compris, en fait, c'était une concurrence pour accéder à la matière première et non pas tant pour vendre les pièces. Tout à fait. Effectivement, vous êtes… Tout à fait. Et puis, cette matière, in fine, elle revient de toute manière dans cette logique de réutilisation par le constructeur, entre guillemets, ou par l'équipementier pour le réinjecter dans les chaînes de production. Et on est vraiment sur le schéma de l'économie circulaire. C'est vraiment le reflet. Merci. Catherine, as-tu des questions? On n'a plus que 5 minutes, hein. Donc, Marie-Josée, non, je n'ai pas de questions, puisqu'en fait, je n'ai pas pu accéder. Je suis désolée, j'ai un petit problème d'affichage. Je propose que peut-être, Thierry, tu prennes le relais sur les questions avant de passer à la dernière question du webinaire. Bon, je crois que Thierry a fait le tour. Yves, peut-être qu'il a des questions. Yves? Non, ou quelqu'un d'autre, moi, je n'en vois pas par écrit, en tout cas. Bon, alors, on va aller directement à la 4e question, parce que de toute façon, on n'a plus que 5 minutes pour en parler, et je pense qu'elle est intéressante. Hein. Les perspectives du marché en Europe, quelles sont-elles? Et quels sont les freins, contrefaçons, logistiques? Hein. On imagine beaucoup de choses, et voilà, on aimerait bien que vous en parliez. Je peux, Stéphane, peut-être se parler, mais je crois qu'on a quand même pas mal. On a parlé beaucoup de choses. Après, on peut peut-être, déjà, pour notre ambition, on va dire, à nous, on en parlait avec Fabrice il n'y a pas très longtemps. Donc déjà, Réparcar, aujourd'hui, est franco-français. On vend dans toute la France, mais on a l'ambition, à partir du 2e semestre, déjà de permettre au centre VHU présent sur notre plateforme de pouvoir vendre à l'étranger, parce qu'il existe d'autres plateformes étrangères européennes qui arrivent à vendre en France aujourd'hui et donc qui viennent concurrencer les pièces, les centres de déconstruction français. Donc il faut permettre aussi au centre VHU de pouvoir vendre eux-mêmes leurs pièces en Europe. Donc ça c'est notre ambition déjà pour nous à partir du 2e semestre 2021. Ensuite, voilà, et ensuite, c'est de permettre effectivement à Réparcar de venir, d'aller s'implanter dans d'autres pays. Donc ça sera plus à horizon 2022, et donc de devenir une référence en tant que French Tech innovante de la pièce de réemploi, une référence au niveau européen aussi. Après, pour ce qui est des freins, aujourd'hui, les freins au développement, c'est aussi en partie du fait qu'il y a encore peu de standardisation au point de vue de la déconstruction. On va avoir des centres de déconstruction qui sont extrêmement industrialisés et qui ont pris énormément d'avance sur les autres. Mais voilà, les choses se font petit à petit et on a la chance, encore une fois, je l'ai dit, et ça se voit maintenant au niveau européen, que l'ensemble des acteurs de la filière, vu que le marché se développe, investissent dans leurs infrastructures et vont permettre d'aller plus loin non pas dans la qualité, mais dans le service. Parce que la qualité en soi, personne ne veut vendre heureusement, personne ne veut vendre de la mauvaise qualité, mais simplement maintenant, il faut aller dans le service parce que être européen, c'est aussi vendre, c'est aussi expédier plus loin, c'est parler plusieurs langues, c'est gérer un certain nombre de contraintes. Et nous, dans cette ambition internationale du 2e semestre, on apportera notamment des contrats d'expédition avec des tarifs préférentiels pour les centres VHU qui, tout seuls, isolés,
peuvent moins bien négocier pour de l'expédition à l'étranger et peuvent donner des coûts logistiques qui deviennent exorbitants par rapport, enfin des prix d'expédition pardon, qui deviennent exorbitants et peuvent être du coup complètement non compétitifs par rapport au reste du marché européen. Donc voilà, c'est en tout cas nous en tant qu'acteurs place de marché, c'est notre rôle d'accompagner et de faciliter la diffusion des pièces au niveau européen. Et pour éviter d'être redondant, je vais laisser tout le côté business de côté. Stéphane y a très bien répondu. Je reprendrai juste 2 minutes ma casquette Fédérec. L'évolution, c'est la refonte actuelle de la directive européenne qui est en plein débat, en pleine discussion. Et les bruits de couloir laissent entendre que la position de la France vis-à-vis de sa législation de 2017-2019 sur l'obligation de proposer la pièce de réemploi serait reprise au sein de cette directive et donc permettrait à l'ensemble des pays européens, même ceux qui ont déjà de l'avance, mais en tout cas surtout ceux qui ont du retard, de mettre en œuvre et de déployer une offre de réemploi avec les logiques qu'on a évoquées, d'économie et d'écologie. Juste si je puis me permettre une Fabrice. question qui a été posée avec insistance par un participant qui vient de la poser une deuxième fois. La question est la suivante. Il existait-il des centres VHU partenaires qui s'occupent de déconstruction de véhicules industriels, poids lourds, autobus, autocars, engins de BTP? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une évolution législative assez récente. On y travaille avec l'autre syndicat, qui est le CNPA, et puis avec l'ADEME, où aujourd'hui, le marché est en train de se couper en 3. Vous avez la casse automobile, le centre VHU, le déconstructeur classique qui va gérer les véhicules 4 roues en y intégrant la mobilité électrique. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des cahiers des charges spécifiques, un qui correspond aux véhicules 2 roues, donc pour les motos, les scooters principalement, et une seconde que vous avez évoquée à l'instant, qui est effectivement les véhicules industriels, machines agricoles et poids lourds. Voilà, et du coup, vous pouvez compter sur les marketplaces pour suivre au fur et à mesure que la disponibilité de la pièce vient, quoi, hein. Voilà, on est dans une suite industrielle logique, quoi. Une petite question, Fabrice, par rapport à ce sujet du recyclage des véhicules industriels. Est-ce que cette approche-là, cette démarche est également je dirais, traitée, gérée par Fédérec? Alors, elle est gérée et par Fédérec et par le CNPA, qui sont les 2 instances représentatives de nos métiers, en partenariat avec l'ADEME et les ministères. Et c'est une volonté première d'abord des 2 acteurs, de Fédérec et du CNPA, d'avoir cette organisation par filière, puisqu'il y a de la spécificité produit, il y a de la spécificité marché, de la spécificité technique. On ne démonte pas une moto comme on démonte une voiture. Et donc oui, on est en plein dans les débats actuellement et en plein test. Je sais que le constructeur Renault est en train de tester l'activité de poids lourd, donc mettre en œuvre des stations de dépollution dédiées aux poids lourds, des chaînes de démontage dédiées aux poids lourds et la recommercialisation des pièces qui sont en bonne condition de réutilisation. D'accord. Merci. Okay. Marie-Jo? Allô? Ah, on n'a plus de Marie-Jo. Donc, est-ce qu'on a Jean-Marie? Jean-Marie, tu es là? Oui, Jean-Marie. Voilà. Écoute, Jean-Marie, Marie-Jo, voilà. Jean-Marie a pris un certain nombre de notes. Et si vous voulez, je parle un peu comme un ancien équipementier. Et si vous voulez, je pense que là, on est en train de vivre une révolution qui d'ailleurs correspond bien à l'esprit de l'économie circulaire, où finalement, dans le passé, les équipementiers en particulier, et les fabricants, mais d'ailleurs il y a toujours eu des conflits entre les constructeurs et les équipementiers. Pourquoi? Parce que les pièces de rechange, sont les produits qui faisaient vivre la plupart d'entre eux à cause d'une marge bien meilleure. Là maintenant, donc, tout ça c'est en train de disparaître. Donc j'imagine que l'écosystème des équipementiers va complètement basculer de façon à pouvoir gérer avec vous, qui finalement êtes les nouveaux acteurs qui permettent aux MRA, je pense que c'est les MRA vos principaux clients,
donc d'utiliser des pièces qui ont déjà fonctionné sur des véhicules. Et finalement, la question qu'on pourrait poser à Stéphane et à Fabrice, c'est comment fait-on la séparation entre les pièces de sécurité, les pièces d'aspect et les autres? Par exemple, quand on prend une pompe à eau ou quand on prend un alternateur, un démarreur, ce ne sont pas vraiment des pièces de sécurité, mais quand même. Ça va être la même chose pour les arbres de direction, ça va être la même chose pour les commandes, les pièces électroniques qui sont maintenant intégrées dans les tableaux de bord. Donc, je ne sais pas si vous savez déjà répondre à ces questions, mais j'imagine qu'il va falloir être assez sélectif dans les actions qui vont être prises pour décider que ça, c'est possible, ça ne l'est pas. Et là, je reviens, si vous voulez, sur le problème de la qualité. Moi, ce qui me préoccupe, mais que je pense que vous avez bien appréhendé, en tout cas bien présenté, c'est la qualité des pièces que vous proposez, et leur durabilité, parce que finalement, ça va être aussi important qu'elles soient d'occasion ou qu'elles soient neuves. Et puis deux, comment vous assurer que les réparateurs qui réparent les pièces que vous récupérez sur des véhicules qui ont déjà fonctionné ou qui sont à la casse, sont de qualité et font du bon travail. Alors, sur l'aspect sécurité, il y a tout simplement une évolution législative qui se fait au fur et à mesure, Monsieur Julien. Moi, je vous rejoins. Je pense que si demain on va vers la véhicule un peu autonome, il y a peut-être quelques ordinateurs de bord qu'il va falloir vraiment travailler au corps pour s'assurer qu'ils ne tournent pas à droite quand vous voulez qu'ils tournent à gauche. Maintenant, on s'appuie sur de la législation. Donc, les pièces d'usure, les pièces de sécurité qu'on évoquait tout à l'heure, elles sont dans des textes. On a l'interdiction de les commercialiser. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que, comme vous dites, qu'on va continuer à suivre et sur lequel on va être… oui, mais c'est très important, parce que si vous parlez du freinage, évidemment… Non, mais je crois complètement. Vous voyez ce que je veux dire Comme je vous disais, nous, notre intérêt, l'intérêt de la planète, enfin, notre intérêt commun à tous, c'est effectivement d'essayer de moins produire et de mieux consommer. Il n'est pas pour ça question qu'on remette la sécurité en débat. Donc, on a cette… Bien sûr. Et de toute manière, si on veut développer notre marché, puisqu'on est quand même on est en mode business, tous là, on a intérêt effectivement à s'assurer qu'on ne va jamais fournir une pièce pouvant provoquer un risque au niveau de la sécurité. Bien sûr. Bien sûr. La deuxième question que vous posez, c'est comment on s'assure que le réparateur utilise correctement la pièce qu'il va utiliser. Alors, vous avez deux aspects. Vous avez l'obligation du professionnel de maîtriser son métier. C'est quand même à lui de savoir monter une pièce sur une voiture. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est lié à la collision ou aux dossiers qui sont gérés par des assureurs. Je pense que vous savez, quand un véhicule est accidenté, aujourd'hui, s'il veut être réparé, que ce soit avec de la pièce neuve ou de la pièce d'occasion, il doit être soumis à un certain nombre de passages. L'expert automobile passe avant, pendant, après les travaux, puis il y a un contrôle technique qui finit de valider la qualité de la réparation et qui donne toute la sécurité à l'automobiliste pour réutiliser son véhicule, même s'il a été équipé de véhicule d'occasion pendant sa réparation. Très bien. Moi, ça me semble assez clair, mais j'imagine qu'on est encore qu'au début du global écosystème de la pièce détachée réutilisée. On l'espère. Même, oui, si ça a toujours existé, quand même. C'est quand même important de le dire. C'est pas si grand volume, mais quand même ne serait-ce que mon histoire personnelle, c'était avant la loi et mon garagiste le faisait déjà. Et donc, les garagistes le faisaient déjà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire à plus grande échelle. Il n'était pas forcément dans la légalité. Mais si, bien sûr que si. Pour des feux arrière, il n'y a aucun souci. Ah non, mais pour ça, bien sûr. Oui. Non, mais voilà, il faut prendre de façon assez large. Il faut se dire que beaucoup le faisaient déjà. D'accord. Ok, écoutez, moi personnellement, je n'ai plus rien à ajouter pour l'instant. Sinon, vous remercier parce que je pense que vous avez fait une très très bonne démonstration de ce qui allait se passer dans le futur pour la réparation automobile. Et on vous remercie. On n'a pas tellement parlé du marché d'ailleurs, ce qui avait été évoqué lors du webinaire précédent, où finalement il y avait une grosse insistance sur le fait que le nombre de voitures usagées étant tellement important maintenant, beaucoup plus important qu'il l'était il y a 10 ans, que finalement c'est probablement le marché du futur. Alors Jean-Marie, ce que je te propose, c'est que ta conclusion, on va l'arrêter là parce que c'est un sujet qui est exactement… qui, je pense, pourra être ciblé
sur notre, non pas notre prochain webinaire numéro 5, mais notre réunion plénière, on va dire. La conclusion, oui. Et donc c'est un des sujets sur lesquels on pourra se pencher et demander à nos intervenants de pouvoir discuter autour d'une table ronde. Écoutez-moi, déjà, merci beaucoup. Je voudrais remercier en fait tous nos intervenants et même ceux qui ont, et en particulier, si vous voulez, je sais que leur planning est assez difficile à gérer et je vous remercie du temps passé en préparation et du temps passé avec nous. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en espérant que vous allez pouvoir aussi vous libérer pour qu'on puisse de visu en vraie réunion, présentielle, pouvoir conclure ces webinaires. Donc voilà. Donc écoutez, je remercie aussi toute l'équipe qui est autour aujourd'hui de la salle virtuelle et qui a essayé d'animer, répondre et d'éviter quelques catastrophes en visioconférence, sachant que la technique est toujours imprévisible. Voilà. Marie-Josée, tu veux conclure peut-être autre chose? Non, mais écoutez, j'espère que tous ces intervenants aussi compétents et aussi intéressants auront l'occasion d'animer notre dernière réunion plénière où on se verra enfin avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Hein. Se projeter sur du présentiel, c'est toujours un plaisir. Voilà. Exactement. Voilà, donc, on vous sollicitera certainement pour préparer cette dernière réunion qui aura lieu normalement le 20 mai. Mais bon, comme on sait, on va attendre pour voir. Hein, mais on vous tient au courant. Très bien. Voilà. Merci encore à tout le monde.